I was born to be free. I was born to be free. La LBLIX présente le MAC des Libertés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au MAC des Libertés. Une émission en collaboration avec les étudiants et étudiantes de l'IEX et de la ELB. Nous sommes ici à Tour et Taxi pour le second numéro. Au programme aujourd'hui, nous allons voir une pièce de théâtre sur la transidentité. Rencontre avec les héros de l'homme, celles et ceux qui assurent le bon déroulement du festival. Aujourd'hui, coup de projecteur avec les services de secours. Enfin, côté musique, on se plonge dans l'univers de Shinesman, retour sur leur concert enflammé d'hier soir. Ne bougez pas, le MAC des Libertés commence maintenant avec la pièce de théâtre Un temps soit peu de Lorraine Marc qui se considère comme trans et non-binaire. Eline, Camille et Ibrahim racontent avec nous son expérience de vie. La salle du studio était sold out au Festival des Libertés pour la pièce intitulée Pour un temps soit peu de Lorraine Marx, une œuvre ultra engagée. Je tenais à dire dès le début que nous soutenons le peuple palestinien, le peuple libanais et tous les autres peuples qui subissent actuellement des attaques armées. Les prises de parole provocantes et affirmées de l'artiste sont déjà bien connues sur les réseaux sociaux et mises en scène, elles prennent une toute autre dimension. Ça peut prendre entre 30 secondes et une demi-heure pour démarrer. Mais la puissance de son interprétation est telle qu'elle serait dénaturée si on en dévoilait des extraits. C'est une standing ovation ce soir pour l'artiste. Elle a réussi à emporter et émouvoir le public avec son mélange d'humour trash, de poésie et de colère. À la sortie de la salle, certains sont tellement bouleversés qu'ils ont du mal à trouver leurs mots. J'avoue que ce que je pensais de ce spectacle-là aujourd'hui, j'ai même du mal à le dire, tellement je suis encore bouleversé et ému de ce qui vient de se passer en fait. J'ai trouvé que c'était hyper touchant, la manière dont elle parle vraiment, on sent vraiment de cette histoire, j'imagine, vraiment personnelle, en même temps avec humour, ça part dans tous les sens. Il y a quelque chose qui a confirmé aussi, vraiment un message que je veux donner dans ma vie professionnelle, mais privée aussi, c'est venez vous baigner dans le bain de la complexité. Voilà. Et en fait, c'était juste tellement beau, tellement fort, tellement touchant. Moi ça m'a beaucoup touchée, beaucoup parlé, magnifique. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un spectacle qui m'a autant touchée. Lorraine Marx n'a pas dit son dernier mot. Elle sera de retour sur les planches du studio le 13 octobre pour la pièce Je vis dans une maison qui n'existe pas. Et maintenant, on vous amène à des milliers de kilomètres d'ici, dans l'espace, et c'est Ibrahim qui nous y conduit avec son invité Lou Villafranca. Elle est doctorante en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Lou Villafranca et merci d'être présente sur le plateau du MAC des Libertés. Vous travaillez depuis plusieurs années sur la politique spatiale européenne et les questions de sécurité. Vous participez donc au Festival des Libertés dans le cadre du débat Espace critique vers l'infini et au-delà, qui aborde la nouvelle conquête spatiale et ses nombreux enjeux, dont les enjeux militaires. Est-ce une tendance préoccupante selon vous, la militarisation de l'espace ? Oui, alors par contre, quand on parle de militarisation, il faut bien se dire quand même que la militarisation des activités spatiales, elle existe depuis le départ des activités spatiales. Donc, c'est-à-dire que parallèlement à leur programme d'exploration, l'URSS et les États-Unis avaient un programme militaire où finalement il y a eu une tendance aussi qui s'est développée depuis lors à utiliser l'espace pour augmenter la puissance au sol, c'est-à-dire pour guider des systèmes d'armes, planifier des opérations militaires, etc. Ce qu'on observe aujourd'hui, je pense, le changement, c'est plutôt dans la façon dont on envisage l'espace comme milieu, comme terrain d'affrontement. Donc, voilà, je pense que s'il y a un changement dans la militarisation, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et est-ce qu'on pourrait voir bientôt des conflits armés entre puissances spatiales dans l'espace, justement ?
Alors il y a déjà des manœuvres qui ont lieu dans l'espace. Alors bon, c'est pas toujours facile de savoir ce qui se fait vraiment parce que ça relève du secret militaire. Après il y a des exemples qui ont été dévoilés, notamment par la ministre des Armées Florence Parly, enfin l'ancienne ministre des Armées en France, qui avait dévoilé des tentatives d'espionnage d'un satellite russe sur un satellite franco-italien de télécommunications militaires. Il y a des développements d'armes à énergie dirigée, énergie cinétique. Il y a des tests anti-satellites qui se font, qui consistent à envoyer un missile depuis la Terre pour détruire un satellite en orbite. Ce sont des missions tests qui ont été réalisées par la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Mais même si ce sont des missions tests, ce sont quand même... c'est quand même une manière de montrer en fait qu'on a les moyens de le faire et de montrer les muscles. Maintenant, voilà, si on parle vraiment de conflit dans l'espace, il faudrait quand même se demander à quoi ça ressemble, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus dans l'espace, on ne peut pas manœuvrer comme on veut dans l'espace. Et puis il faudrait voir du point de vue du droit international comment est-ce qu'on qualifie le conflit dans l'espace. Et quels sont les dangers d'un potentiel conflit spatial ? Mais c'est-à-dire que, bon, je pense que ce sont l'idée de guerre spatiale, c'est un scénario qui est de plus en plus investi, et je pense que quand on investit des scénarios, on a tendance aussi à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ces scénarios se réalisent. Donc je pense que c'est pas une très bonne idée de relancer une course aux armements en vue d'une future guerre spatiale. Par contre, il faut avancer sur le plan diplomatique, se demander aussi pourquoi certains États optent pour de tels comportements dans l'espace extra-atmosphérique, avancer sur les règlements aussi et sur des garde-fous qui pourraient permettre de mettre un cadre à cette militarisation. Et donc, une bonne gouvernance est indispensable. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, Lou Villafranca. Et on vous souhaite un très bon festival. Merci, à vous aussi. Intéressons-nous maintenant aux appatrides, ces personnes qui ne sont reconnues par aucun pays. C'est le thème de l'exposition photo Stateless réalisée par William Daniel au Théâtre National, et Marine l'a rencontré pour nous hier. La liberté est dangereuse. Libre d'en parler. William Daniels, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes photographe documentaire et lauréat de nombreux prix internationaux comme le World Press Photo. Alors vous présentez ici votre exposition Stateless qui aborde les communautés apatrides ou celles à risque de le devenir. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet ? Depuis 20 ans, je travaille beaucoup sur les thématiques sociales, sur les droits de l'homme. Et en 2017, j'ai couvert l'exode très important des Rohingyas qui fuyaient la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir fui. C'était un événement assez énorme. J'ai couvert ça pour le magazine National Geographic. Et les Rohingyas, c'est le peuple apatride le plus gros au monde, à qui les autorités birmanes ont enlevé complètement la nationalité en 1982. Donc je me suis intéressé à cette thématique, j'y suis retourné plusieurs fois, et au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais très envie de continuer sur d'autres communautés. Et avec un financement de la National Geographic Society, j'ai pu aller dans d'autres pays, dans 5 autres pays, travailler sur d'autres communautés. Est-ce que ça a été difficile pour vous de les convaincre de vous parler, de se laisser photographier ? Alors ça dépend des endroits, puisqu'il y a 6 pays. Il y a des endroits où c'est très facile de photographier les gens. Il y a d'autres endroits où les gens ont un petit peu peur d'être exposés, sont aussi un petit peu pudiques. Mais d'une manière générale, quand on fait ce métier, qu'on passe du temps, qu'on essaie de bien expliquer notre démarche, pourquoi on le fait, je pense que les gens ont vraiment envie de raconter leurs soucis, leurs problèmes. Donc une grande majorité des gens acceptent de communiquer, ça c'est sûr, et une assez grande majorité aussi d'être photographiée. Et dans toutes ces personnes, quelle a été la rencontre la plus marquante ? Alors il y en a plein, c'est difficile d'en garder qu'une, mais là par exemple on vient de voir la République dominicaine, et c'est un endroit qui m'a beaucoup touché parce que les histoires sont très lourdes. C'est un endroit très très raciste envers les gens d'origine haïtienne. Et j'ai rencontré des personnes à qui on a complètement enlevé la citoyenneté en 2013 et qui se sont retrouvés des gens reconnus ni par la République dominicaine ni par Haïti. Donc complètement qui vivent dans aucun des deux pays. Alors pourquoi est-ce que c'est important que les gens voient Stateless ?
C'est important parce que c'est une thématique, c'est un sujet qui est très peu connu. Les gens surtout nous ici en Europe, on ne réalise pas qu'il peut y avoir autant de gens comme ça qui ont autant de difficultés à être reconnus par un pays. Parce que quand on n'est plus reconnu par un pays, on n'a plus de droits, on n'est rien du tout, on n'a pas la protection d'un pays. Ça peut nous empêcher de faire des études. On peut être, comme au Népal par exemple, là, on peut être soumis à des exploitations très très lourdes. Donc pour moi c'est important de raconter cette histoire et puis en plus je trouve que ça fait quand même assez écho à quelque chose qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, qui est une poussée identitaire très forte, une montée très forte du populisme et ça, ce reportage, ce travail-là, c'est l'expression directe, la conséquence directe de ces montées d'extrême droite, du populisme et de ces mouvements identitaires. Merci William Daniels d'avoir échangé Merci avec à nous vous. et puis profitez bien du festival. Merci beaucoup. Plongeons ensemble dans les coulisses de cet événement avec celui qui en connaît tous les rouages. Nous avons le plaisir de retrouver Olivier Conradi, acteur clé de l'organisation de ce festival, au micro de Edwin. Bonjour Olivier Conradi, vous sortez de l'IEX, vous avez fait des études de journalisme et pourtant aujourd'hui vous êtes de l'autre côté du micro puisque vous gérez la communication du festival ainsi que les relations externes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le couteau suisse de ce Festival des Libertés ? Bonjour, le couteau suisse ce serait beaucoup dire parce qu'il y en a qui ont vraiment ce rôle-là à plein de niveaux. Par contre, dans le rapport, au niveau de la communication, j'ai pas mal d'appels et de réponses à amener à des gens. Voilà. Et donc concrètement, vous gérez quoi ? Pendant le festival, je participe à la captation des concerts. Et au préalable du festival, je fais la sélection documentaire avec Flora et d'autres membres de jury qui font partie de Bruxelles Laïque. Donc ça, on fait ça sur quelques mois. On en regarde quelque chose comme 200 pour en sélectionner une vingtaine à la fin. Et je m'occupe de faire les trailers qui sont diffusés dans la grande salle, sur les écrans plasma, en ligne, et la publicité aussi. Voilà. Okay. Donc beaucoup évidemment d'aspects liés à la vidéo. Oui. Et sur votre LinkedIn, moi j'ai pu trouver qu'il était écrit réalisateur, caméraman et monteur. Puis aujourd'hui vous êtes gérant de la communication, du coup quel est le rôle que vous préférez dans tout ça ? Réalisateur pour moi c'est un peu pompeux parce que j'ai pas vraiment ça. Par contre c'est filmer, monter. Moi c'est ça que j'aime bien faire, c'est filmer, monter. Tout le reste ça vient un peu comme un principe de Peter, quoi. S'organiser pour faire d'autres choses. Voilà. Okay, bah justement, vous parlez d'organisation. Organisation, ça veut dire également imprévu. Comment est-ce que vous les gérez dans ce festival ? Là, c'est l'habitude, ça fait un peu 20 ans, donc des imprévus, des petits couacs, il y en a toujours. Et puis les solutions, elles viennent toujours aussi, en général, avec la flexibilité des gens. Voilà, ça va prendre des problèmes et tout finit toujours par se régler. Donc il y a toujours une solution à un problème. Voilà. Vous avez notamment un autre problème, enfin pas un problème, mais dans ce festival, vous essayez de diversifier votre public souvent parce que vous avez différents thèmes, différentes activités. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour diversifier ce public ? Alors c'est une des choses qui est le côté transversalité. On aime bien les concerts qui amènent leur public à eux. Et on a les concerts payants, les concerts gratuits après. Et par là, on essaye d'avoir vraiment du coup les gens qui s'intéressent au festival et qui voient qu'il y a des documentaires et donc des débats. En termes de communication, ce qu'on fait, c'est que pendant les concerts, juste avant les concerts, il y a un écran et on diffuse justement des trailers qui donnent un peu... Donc le public en amène un autre. Voilà, donc c'est l'idée un peu par les concerts de faire ça. Super, eh bien, merci Olivier Conradi pour toutes ces réponses et puis on vous souhaite un bon travail tout au long de ce festival. Merci beaucoup, bon travail à vous. Merci. Dans les grandes salles du Théâtre national, assurer la sécurité de tous et éviter les mouvements de foule est primordial. C'est pour cela que Célia et Sarah sont parties à la rencontre de l'équipe de secours du festival, ceux qu'on préfère ne pas avoir à appeler, mais qui sont toujours là, prêts à intervenir. Derrière le rideau. Karine et Daniel forment un duo de choc. Cette année encore, ils sont secouristes volontaires au Festival des Libertés. Disons que les incidents qui ressortent au Festival des Libertés, ce sont souvent des coupures citron, c'est-à-dire quelqu'un au bar, un des serveurs qui se coupe en coupant un citron pour préparer un cocktail, voilà.
Sinon, de temps en temps, des petits malaises parce que les gens ont trop chaud et qu'ils n'ont pas prévu de boire de l'eau. Donc même si c'est des petits incidents en général, pourquoi c'est quand même important d'avoir un poste de secours dans un événement comme celui-ci? Je pense que comme c'est un événement qui sort un peu de l'ordinaire du théâtre national, évidemment il y a plus de monde, plus d'agitation, plus d'allées et venues. Donc ça fait des années maintenant que Bruxelles Laïque nous demande de tenir un poste de secours ici. Daniel et Karine sont volontaires à l'ASBL Humanity Help Team, une ASBL présente depuis 9 ans sur le festival. Donc l'ASBL est payée puisque ça nous permet de couvrir nos frais, l'achat des tenues, les taxes, la location du local, etc. Mais nous ne sommes pas payés et c'est voulu. Et qu'est-ce qui vous pousse à être volontaire secouriste? Le plaisir de partager, les rencontres, l'aide à l'humain. Le fait de voir les coulisses des événements aussi. Ça aussi, ouais, c'est vrai. Parce que bon, on n'est pas dans le public, donc on voit des choses. Voilà, on voit toujours des choses intéressantes. Au M6 Solar, on sait que c'est sold out depuis très longtemps, puisque c'est quand même la grosse tête d'affiche. Ce sera vraiment très rempli. Et donc, on se doute bien que contrairement à d'autres concerts, la salle sera vraiment avec beaucoup de gens entassés, avec tout ce que ça peut générer, soit de coups de chaleur notamment, ou de petites crises d'angoisse ou autres. Donc là, on viendra à 6 au lieu de 4. Être visible tout en restant discret, c'est la devise de notre duo secouriste. On les retrouvera certainement lors de la prochaine édition. On les avait accueillis au Festival des Libertés pour la sortie de leur second album. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, on les retrouve pour leur 3e album. Mais qui sont les Chinese Man? Retour sur leur carrière avec Luna et Ma. Chinese Man, c'est ça. Ça. Mais aussi ça. Chinese Man a tout pour plaire. Des sonorités asiatiques, reggae ou rap sur un fond d'électro, ils ont su trouver leur identité musicale sans pour autant se limiter à un style. Bien que leur nom sous-entende des origines asiatiques, Chinese Man est un groupe français. Venus tout droit d'Aix-en-Provence, Haikyuu, Sly et Zemateo forment un trio emblématique depuis 2004. Groupe indépendant, ils ont dû créer dès leur début leur propre label Chinese Man Records. Aujourd'hui, Chinese Man Records est un label reconnu. On y retrouve des artistes comme Scratch Bandit Crew, Baja Frequencia, ESM et U-Star, des artistes avec lesquels le trio n'hésite pas à collaborer. L'esprit collectif est au centre de leur création. Ils aiment s'entourer d'artistes de tout genre. En 2020, ils sortent l'album The Groove Sessions Volume 5 en collaboration avec Scratch Bandit Crew et Baja Frequencia. En 2024, Chinese Man compte plus de 700 000 auditeurs chaque mois rien que sur Spotify. Pour le groupe, le succès débute dès la sortie de leur premier EP, The Panic Groove en 2005. Et depuis, le trio ne s'est jamais arrêté. Après 20 ans de carrière, Chinese Man réussit à se réinventer inlassablement et à séduire le monde de la musique indépendante et alternative. C'est la deuxième fois que Chinese Man est présent au Festival des Libertés et cette année, le groupe célèbre 2 événements marquants, la sortie de leur nouvel album et la célébration de leurs 20 ans de carrière. Et c'est Luna et Ma qui nous font revivre l'événement. Libère les watts! « 20 ans que Chinese Man ravit son public en se renouvelant sans cesse pour rester dans l'air du temps. Et 20 ans, ce n'est pas rien. » En fait, nous, on s'est pas vraiment rendu compte que les 20 ans étaient passés. On a fait de la musique, on a beaucoup tourné. Je pense que ce qui nous a un peu permis de continuer aussi, c'est qu'on a, en plus du projet du groupe, on a un label. Donc, dans le label, il y a eu plein de nouvelles forces qui sont rentrées, qui nous ont aussi un peu permis de se mettre un peu plus en retrait et faire avancer ces projets-là. En 2 décennies, le groupe a réussi à rassembler un public fidèle grâce notamment à sa diversité musicale.
ça mélange plein de styles que j'aime bien. Il y a des ambiances plus hip-hop, parfois un peu latino, des trucs un peu plus reggae. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment un chouette mélange de musique qui me parle bien. Voor mij is het melodieuze wat in de muziek wat me elke keer blijft aanspreken. Ik reken vooral op een groot feest, gewoon heel de zaal helemaal los, lekker dansen. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le concert, c'est que c'était à la fois du fan service, donc ils nous ont donné ce qu'on voulait, ils nous ont aussi fait découvrir des nouveaux morceaux. C'était vraiment terrible, ça faisait des années que j'avais envie de les voir, j'ai jamais eu l'occasion et là c'était vraiment trop bien. Un public conquis depuis maintenant 20 ans et qui espère les retrouver pendant de nombreuses années encore. Mais la vie de Chinese Man n'est pas de tout repos. La vie en tournée notamment, c'est un peu usant. Donc déjà, si on arrive à faire encore 2, 3, 4 ans, c'est bien. On a toujours un peu envisagé le projet comme ça, de voir à une échelle assez courte. Voilà. Merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin de ce MAC des Libertés, mais on vous a gardé une petite surprise. C'est notre format où on vous interroge sur vos moments d'humanité. Alors balance ta liberté, c'est maintenant avec Lilian, Mathias et Edwin. Balance tes libertés! L'exemple que je prendrais directement par rapport à l'humanité. C'est via mon métier de professeur. Tous les jours, je pense le matin à mettre dans ma poche quelques pièces de monnaie. C'était quand j'étais à la montagne. Si la personne a le courage de me demander, pour moi ça fait partie de l'aide, de ce que je peux apporter. Il n'y avait pas forcément d'humain justement, mais à l'intérieur de moi je sentais vraiment cette connexion en fait avec tout le paysage qui m'entourait. Parfois il y a tendance un peu à la déshumanisation dans le sens où quand il y a beaucoup d'étudiants, on doit un peu les considérer comme un groupe sans particularité. Malgré mes principes, mes valeurs, en relation amoureuse, je continue parfois à invisibiliser les gens quand je suis dans des conversations. Enfin, je me sens souvent vachement cruelle par rapport à ça. J'ai tendance à pas les regarder, à pas leur adresser la parole. Avoir quelqu'un qui pleure fort dans ses bras et ne rien sentir, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est un peu, je trouve que c'est déshumanisant. C'est malheureusement la fin de l'émission du Festival Les Libertés. Mais pas de panique, on se retrouve demain avec une autre équipe qui viendra vous régaler. À demain pour encore plus de liberté.